à toutes et à tous et donc bienvenue au webinaire Infoprojet d'Actantis pour cette quatrième édition de l'année 2025. Donc je suis Marielle Campanella, je suis responsable Europe au sein de l'équipe innovation du pôle Actantis et donc nous sommes ensemble jusqu'à midi pendant 1h30 pour explorer ensemble donc les opportunités de financement d'innovation au niveau national et au niveau européen. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et en attendant l'arrivée progressive des participants, je voulais vous rappeler quelques événements à venir organisés par Actantis et qui se dérouleront en présentiel. Donc, tout d'abord, le 20 novembre va se tenir à la Halle de l'Innovation à Montpellier ce que l'on appelle le Tech Lab Day, qui est en fait une journée dédiée aux laboratoires, aux startups et aux grands groupes qui sont à la recherche de solutions de pointe pour booster leur R&D. Donc, l'objectif principal de cette journée sera de favoriser le transfert de technologies et les collaborations entre les laboratoires et les entreprises, tout en mettant en avant des solutions de technologies qui sont en phase de maturation. Ensuite, le 27 novembre vont se tenir à Cannes, au Palais des Festivals, les 4e rencontres du spatial en région sud. Donc, c'est l'écosystème spatial régional qui vous donne rendez-vous pour une journée complète d'échanges et de rencontres concernant les stratégies de la filière spatiale. Cet événement est co-organisé par le pôle SAFE avec le soutien de la région sud et représente donc un événement particulièrement structurant pour la filière du New Space. Et enfin, événement phare pour Actantis, le 9 décembre, va se tenir donc un événement majeur réservé à nos membres qui s'appelle les Rencontres Business 2025. Événements et rencontres au cours desquels nous allons fêter les 20 ans de notre pôle de compétitivité au MUSEM. Donc, ce sera une journée complète avec plusieurs temps forts, notamment des conférences sur la souveraineté technologique, des moments de networking et de rendez-vous B2B et la remise de trophées Actantis. Et nous, donc, nous vous y attendons nombreux. Quelques éléments pratiques pour cette session. Donc, pour le confort de tous, les micros et les caméras des participants sont désactivés. Vous pouvez poster vos questions via le module questions sur la console GoToWebinar et nous y répondrons à la fin de chaque intervention. Le lien du replay et les présentations sous format PDF vous seront adressés par mail à l'issue de ce webinaire. Et en fin de webinaire, nous vous invitons à rester connectés très brièvement puisqu'un questionnaire apparaîtra sur l'écran au moment de la fin de diffusion et vous aurez une minute pas plus d'une minute pour y répondre. Voilà. Donc voici l'ordre du jour pour cet événement. Cette session a pour objectif en fait de vous donner des clés pour financer, pour structurer, pour valoriser vos projets d'innovation. Et donc nous avons 4 interventions au programme. Tout d'abord, comment faire financer et labelliser vos projets de R&D avec l'accompagnement d'Actantis. Ce sera moi qui m'occupera de cette partie-là. Ensuite, nous aurons une intervention de BPI France et de l'INRIA pour avoir un décryptage du nouvel appel à projet Les pionniers de l'IA afin de pouvoir comprendre ces enjeux et ces modalités de candidature. Ensuite, nous laisserons la parole à la société Abactech qui fera un point sur le financement et la fiscalité de la R&D avec une approche concrète fondée sur l'expertise. Et enfin, je terminerai ce webinaire durant les dernières 20 minutes avec un focus sur les appels à projets européens pour identifier les opportunités du moment et élargir un petit peu vos perspectives de financement au-delà de la France. Voilà. Donc, débutons tout d'abord avec un focus sur les financements nationaux, notamment avec le dispositif France 2030. Donc, comme vous le savez, le programme France 2030 correspond en fait à la stratégie nationale d'investissement et d'innovation sur un calendrier de 5 ans qui a pour objectif d'accélérer le développement de technologies et des filières stratégiques françaises. Donc, le programme France 2030 se décline sous 3 grands volets. Donc, le premier volet, ce qu'on appelle l'innovation dirigée ou bien stratégie nationale d'accélération. Elle a pour objectif, cette stratégie, de soutenir en fait des projets de R&D qui sont ciblés sur des secteurs stratégiques avec des programmes nationaux qui sont spécifiques à chaque stratégie. Donc, ce volet bénéficie d'un budget global de 12,5 milliards d'euros sur 5 ans et a donc été lancé depuis janvier 2021.
Le deuxième volet s'intitule l'innovation structurelle. Donc, il vise ici à soutenir la R&D et l'innovation qui ne sont pas spécifiques, qui ne sont pas sectorielles, afin de pouvoir renforcer ce qu'on appelle l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la valorisation, et notamment à financer le volet régional du PIA 4. Et on est ici sur un budget de 7,5 milliards d'euros sur 5 ans, également depuis janvier 2025. Et ensuite, le troisième volet, le volet industrialisation et soutien aux filières, avec pour objectif donc de développer la compétitivité et les technologies d'avenir et la montée en puissance de filières spécifiques. Et là, on est sur un volet beaucoup plus large de 32 milliards d'euros sur 5 ans depuis octobre 2021. Donc ici, on peut voir que France 2030, en fait, combine à la fois l'innovation structurelle, transversale et du soutien à l'industrialisation. Plus spécifiquement, concernant les stratégies nationales d'accélération, donc, comme je vous l'ai dit, elles soutiennent en fait des projets de R&D particulièrement ambitieux qui ont pour objectif de lever des verrous technologiques afin de pouvoir transformer ces innovations en des solutions et des produits concrets et industrialisables. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, depuis le 1er janvier 2025, depuis cette année, le programme France 2030 a permis la signature de décisions d'investissement au niveau gouvernemental pour plus de 1,5 milliard d'euros sur 250 projets. Donc, ces projets portent sur des sujets assez variés, notamment, par exemple, l'hydrogène décarboné, la santé, mais également les modes de transport innovants et des technologies qui permettent l'indépendance numérique. Donc, en tout, ce sont plus de 25 dispositifs qui sont lancés ou relancés cette année sur tous ces thèmes. Comment monter un projet d'innovation? Donc, pour qu'un projet puisse être solide et éligible au financement, il doit respecter bien entendu plusieurs critères. Donc, le premier, bien entendu, c'est le fait de pouvoir répondre à une demande ou à une attente du marché et donc de présenter un caractère innovant. Donc, il est important que l'innovation soit clairement différenciée par rapport à l'état de l'art, avec une maturité technologique adaptée et un délai de réalisation qui soit suffisamment réaliste. Donc, le projet doit pouvoir permettre le développement de produits ou bien de procédés ou de services qui sont actuellement non disponibles sur le marché, avec un fort contenu innovant et un avantage concurrentiel important, et également un positionnement clair et un marché potentiel identifié, qui soit également porteur pour le secteur cible. Il est important aussi que le projet que vous avez en tête puisse permettre de lever des verrous technologiques et scientifiques qui sont existants afin de pouvoir franchir des étapes, franchir des obstacles qui limitent l'innovation dans ce domaine-là. Il est aussi essentiel que le programme de travail, que l'innovation que vous avez en tête puisse s'inscrire dans un programme de travail, une feuille de route qui est cohérente au sein de vos entreprises, depuis la phase de l'innovation jusqu'à la phase d'industrialisation, afin de pouvoir garantir la continuité au-delà du projet d'innovation pure et également la faisabilité du projet. La viabilité financière est bien entendu un élément clé, mais également l'impact économique que votre projet peut permettre, à la fois en termes, par exemple, de création d'emplois sur le territoire, de contribution au chiffre d'affaires de votre société, de renforcement de la filière, et également de participation aux stratégies d'accélération que je vous ai mentionnées préalablement. Il est également important de prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux de votre projet, notamment liés à la transition énergétique et la transition écologique et l'efficacité sociale du projet. Et enfin, pour pouvoir garantir la qualité et la pertinence de votre projet, voilà, il est important que votre projet puisse être également labellisé par un pôle de compétitivité, ce qui constitue en fait un gage de crédibilité à la fois technique et facilite l'accès au financement. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, il est nécessaire aussi de pouvoir positionner votre projet sur ce qu'on appelle la chaîne de l'innovation, donc sur les TRL. Donc, le TRL, en fait, projet, permet de positionner votre projet selon sa maturité technologique. Et c'est un indicateur important pour prendre en compte dans la recherche de financement votre degré de maturité. Donc, en fait, selon si votre projet est plutôt en phase de faisabilité ou de développement, les modalités de financement peuvent varier. Donc, ce n'est pas uniquement le seul critère à prendre en compte, mais c'est un critère d'entrée qui est très dimensionnant. Bien entendu, les autres critères liés à l'aspect innovant, la création de valeur
et également ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité, donc le respect de critères environnementaux précis, sont également des paramètres importants pour pouvoir choisir le meilleur appel à projet qui est le plus pertinent pour votre développement. Ensuite, quelques points importants pour qu'un projet puisse être finançable et durable. Certains critères sont également à prendre en compte et doivent être respectés. Tout d'abord, il est important que les travaux et les dépenses puissent être faites au niveau local, c'est-à-dire que les activités financées doivent se dérouler sur le territoire avec des emplois sous contrat local. Ensuite, il est possible de bénéficier d'aides publiques complémentaires en fait, qui viennent soutenir les parties du projet qui ne sont pas couvertes par le crédit d'impôt recherche. Donc, il y a des complémentarités qui peuvent exister ici. Ensuite, il faut que l'entreprise dispose de ressources financières suffisantes avec ce qu'on appelle le niveau de fonds propres qui doit être proportionné à l'aide reçue, à l'aide demandée. Donc, la règle, elle est simple. C'est en général 1 euro d'aide. 1 euro d'aide doit être couverte par 1 euro de fonds propres. Donc, ça, c'est une règle qui est vraiment importante sur les dispositifs nationaux. Enfin, il faut que l'entreprise puisse être considérée comme saine financièrement selon les critères de la Commission européenne. C'est-à-dire que pour les entreprises de plus de 3 ans, il faut que les pertes ne dépassent pas la moitié des capitaux propres. Et ce critère est vraiment important puisqu'en fait, il garantit la pérennité du projet et la capacité de l'entreprise à le mener sur le long terme. Donc, dans le cadre de son accompagnement, en tant que pôle de compétitivité, Actantis également évalue l'éligibilité de votre structure afin de pouvoir vous guider et sécuriser vos démarches en lien avec les critères qui sont imposés par l'appel à projet que vous visez. Donc, voici un panorama voilà, sur une échelle de TRL et une échelle de budget disponible des appels à projets qui sont actuellement existants. Donc, il existe effectivement de nombreux appels à projets qui peuvent soutenir vos activités de R&D, que ce soit pour des projets collaboratifs ou des projets individuels. Donc, chaque dispositif dispose de ses propres modalités à la fois d'éligibilité, de calendrier et ses propres règles de financement. Et donc, il existe une large variété de dispositifs avec des budgets très variables et des niveaux de TRL très larges, du TRL 7, du TRL 1 au TRL 9. En termes de planification, en fait, nous vous présentons habituellement, dans le cadre de ces webinaires, un planning précis sur le trimestre à venir des dispositifs qui vont ouvrir dans les prochains mois. Cependant, dans le contexte politique actuel lié aux discussions sur le budget national, nous manquons encore de visibilité sur les appels à venir sur la fin de l'année et le début de l'année 2026, et notamment sur le calendrier exact des appels à projets, comme c'était également le cas l'année dernière à la même période. Nous devrions être en mesure de pouvoir vous présenter un planning plus précis lors de notre prochain webinaire début 2026 afin de pouvoir mieux anticiper vos démarches et votre candidature. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons décidé cette fois-ci de mettre un focus en particulier sur l'appel à projet qui est actuellement ouvert de BPI France, les pionniers d'IA. Je vais y revenir dans quelques minutes. Un focus particulier sur ces quelques minutes maintenant sur l'accompagnement et la labellisation que vous propose Actantis. Donc, pour qu'un projet en fait d'innovation ait toutes les chances d'aboutir, il est important, et nous vous le recommandons, de vous appuyer sur un accompagnement expert afin tout d'abord de permettre de cibler le bon dispositif et le bon cadre de financement en choisissant celui qui correspond le mieux à votre besoin, à vos capacités et aux ambitions de votre projet. Cet accompagnement permet également de pouvoir identifier, si c'est le cas, des partenaires pertinents donc, au sein de l'écosystème d'Actantis afin de pouvoir constituer un consortium qui soit suffisamment solide et complémentaire pour votre projet. Et les avis d'experts de la commission de projet permettent également de vous offrir un regard critique sur votre projet qui permet en fait de renforcer le contenu et également la forme et de l'adapter en fait aux attentes des évaluateurs du guichet que vous ciblez. Un soutien externe par un pôle permet aussi en fait d'éviter des erreurs éliminatoires qui pourraient en fait compromettre votre candidature et également d'obtenir une lettre de soutien ou bien l'attestation de labellisation qui valorise en fait et légitime votre projet. Et se faire accompagner permet également en fait de gagner du temps, d'optimiser vos ressources et de démarrer en fait sereinement
les premières étapes de votre projet avec une meilleure préparation et une vision claire étape par étape sur la phase de candidature et de lancement. Concernant le dispositif d'Actantis, donc cet accompagnement en fait propose aux entreprises un suivi à chaque étape de dépôt de votre projet d'innovation afin de pouvoir maximiser les chances de succès et également simplifier vos démarches. Donc tout débute en fait par un choix à vos côtés permettant le meilleur ciblage du dispositif de financement adapté à votre projet, avec des explications détaillées concernant les exigences de cet appel à projet-là. Ensuite, nous intervenons sur l'accompagnement du montage de projet en vous aidant à structurer vos idées et à planifier les étapes clés. Une étape importante peut être la recherche de partenaires ou éventuellement de sous-traitants pertinents pour constituer, comme je l'ai dit précédemment, un consortium solide et complémentaire qui permet donc de renforcer la crédibilité de votre projet. Ensuite, les dossiers et les présentations sont challengés, si je puis dire, vérifiés et améliorés avec l'équipe innovation d'Actantis en vous fournissant des conseils et des recommandations pour optimiser le contenu, la forme et l'argumentaire auprès des évaluateurs. On peut passer ensuite à l'étape de labellisation. Alors, soit une lettre de soutien, soit une attestation de labellisation qui se fait via une commission projet pour renforcer la légitimité de votre projet. Cet accompagnement ensuite inclut la phase de saisie et de dépôt du projet conformément aux exigences du dispositif et inclut également l'interaction avec les financeurs publics à différentes étapes de la sélection pour répondre à leurs questions et à l'avancement de votre projet dans les phases de sélection. Donc, grâce à ce processus qui est structuré, qui est complet, les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement en toute sérénité avec un soutien d'experts à chaque étape. Comme je l'ai dit précédemment, cet accompagnement passe également par ce qu'on appelle la commission projet du pôle Actantis, qui est en fait l'instance qui est en charge de labelliser les projets d'innovation présentés par le pôle. Elle se compose d'environ un petit peu moins de 20 experts, donc vous voyez ici le nom et les positions, qui sont issus en fait de différents secteurs et de l'écosystème d'innovation, pour pouvoir évaluer la qualité et la pertinence de votre projet. Donc, ce rôle, en fait, est de garantir à chaque projet à la fois le fait de pouvoir répondre aux objectifs stratégiques et technologiques à la fois du pôle et de votre projet, de pouvoir challenger le potentiel d'innovation de votre projet et de vérifier que votre initiative s'inscrit bien dans un partenariat solide et structuré. Donc, la labellisation, ensuite, est une attestation qui est remise par la commission projet d'Actantis, qui constitue en fait une véritable preuve de qualité et de crédibilité et qui est particulièrement étudiée et appréciée par les évaluateurs des dispositifs auxquels vous pouvez participer. Voilà, donc si vous avez des questions particulières sur le dispositif, c'est ma collègue Nadira Lepagno, en fait, qui est votre point de contact. Donc, n'hésitez pas à la solliciter si le cas se présente. Vous avez ici ses coordonnées. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur un exemple concret d'appel à projet, nous allons maintenant avoir une intervention à la fois de BPI France et de l'INRIA sur le nouvel appel à projet qui s'intitule Les pionniers de l'IA. Donc, pour ça, nous avons 3 intervenants. Donc, Axel Deginand de BPI France, qui est responsable de développement et programme innovation. Lisa Boss de chez BPI France, responsable sectoriel innovation. Et Stéphane Dalmas de l'INRIA. Donc, Axel, je vais vous laisser la main pour que vous puissiez partager vos présentations. Et je vais également ouvrir les micros de Lisa et Stéphane pour que vous puissiez faire cette présentation à 3 voix. Merci beaucoup. Je suis avec Lisa dans la même salle que moi. Donc, ok, parfait. Pas de souci. Je vous désigne comme présentateur et puis je vais également ouvrir le micro de Stéphane qui est connecté pour que vous puissiez partager ces éléments-là. Alors, on voit bien vos slides, Axel, pardon, et Lisa, et on vous entend bien. Donc, je vais vous laisser la parole et j'ouvre le micro ensuite à Stéphane dans la liste. 2 petites secondes. C'est bon pour moi, merci. Voilà, Stéphane, vous avez également la parole. Donc, je vous laisse à tous les 3 pour cette prochaine demi-heure pour présenter ce dispositif.
Merci beaucoup. Juste un petit élément, Merci beaucoup. pour les participants, vous pouvez également poser vos questions dans le module questions de GoToMeeting et on pourra y répondre à la fin de l'intervention d'Axel, Lisa et Stéphane. Je vous laisse la parole, merci. Parfait, merci Marielle. Et bonjour à tous. Effectivement, on est ici pour vous présenter ce dispositif, l'appel à projet des pionniers de l'intelligence artificielle, qui fait partie intégrante du plan France 2030, qui est un plan d'investissement majeur qui vise à transformer durablement l'économie française et qui est décliné en plusieurs objectifs et plusieurs leviers sur différents sujets technologiques. Les points importants sur le plan France 2030, c'est que c'est un plan qui est opéré par plusieurs opérateurs, dont BPIFrance qui opère pour le compte de l'État et qu'on opère avec une doctrine d'investissement en France 2030 qui vise à financer des projets qui viennent vraiment en rupture technologique. Il y a un fort aspect important sur l'innovation des projets et puis sur le fait de financer des projets qui sont incitatifs. Donc une notion d'incitativité de l'aide, venir financer des projets qui ne se feraient pas sans l'aide de l'État ou en tout cas dans de moins bonnes conditions ou sur une moins grande ampleur. Je laisse la parole à Lisa pour vous faire une présentation globale justement de cet appel à projet. Oui, bonjour. Donc, Pionnier de l'IA, c'est un dispositif qui vise à financer donc, des projets de rupture technologique en IA avec des promesses d'impact importants donc, sur certains secteurs et de diffusion dans l'économie. Il y a 4 secteurs stratégiques qui ont été cités donc, dans le cahier des charges: la conception et la production industrielle, la santé, la transition écologique et la sécurité. Donc, les projets dans ces secteurs seront des projets, comme le dit le cahier des charges, prioritaires sur les autres. C'est un dispositif donc, qui se veut agile et réactif dans le sens où il vient financer, accompagner des projets depuis des phases très amont jusqu'à leur développement final, tout en gardant au cours des phases de montée en maturité des projets beaucoup de sélectivité pour garder les projets qui conservent leurs promesses tout au long de leur développement. Donc, dans les faits, c'est notre slide. Ouais. Ah, pardon, merci. Dans les faits, donc c'est un appel à projet donc, en 3 phases. Chaque phase donne lieu à une nouvelle candidature. Donc là, on prépare la première relève de la phase 1 donc pour le 5 novembre. À noter qu'il y aura 2 autres relèves auxquelles vous pouvez candidater donc en mars et en juin. Cette première phase, la phase 1, donc, vient vraiment financer donc, la période de faisabilité technologique des projets. On s'attend donc à des candidatures sur des phases 1 de 6 à 12 mois et pour des montants d'aide, donc on vous expliquera bien voilà, la demande en aide de 100 à 200 000 euros et donc pas en assiette totale du projet. Après, en phase 2, on vient plutôt soutenir des phases donc, de démonstrateurs avec des projets un peu plus longs et d'un peu plus grande envergure. Et enfin, en phase 3, vraiment là, une forte montée en maturité avec de l'industrialisation sur des projets de plus grande envergure. Cet appel à projet, il est opéré en collaboration avec l'agence de programme numérique qui va contracter et qui sera l'entité qui opérera avec BPIFrance pour la phase 1. Donc, il y aura 2 parcours à choisir. Soit le parcours générique avec BPIFrance où les PME et les ETI pourront proposer des projets en monopartenaire ou des projets collaboratifs qui seront portés soit par des PME, soit par des ETI en chef de file, mais qui pourront inclure des acteurs publics en consortium. Sinon,
les porteurs pourront aussi être des laboratoires publics et s'inscrire dans le parcours partenariat industriel avec l'Agence de programme numérique dont on va reparler par la suite dans ce webinaire, qui pourront choisir d'avoir recours soit à un accompagnant pour la création d'entreprises ou à un accompagnement à des partenariats industriels académiques. Et puis ensuite, les phases 2 et phase 3 qui arriveront par la suite seront contractualisées uniquement avec BPI France. Mais on reviendra sur ces deux parcours par la suite. Là, je vais revenir sur du coup la phase 1 et les dossiers qui sont attendus, notamment sur le parcours BPI France et sur le parcours soit monopartenaire, soit consortium porté par des structures, des entreprises privées. Donc, comme l'a bien précisé Lisa, sur la phase 1, les montants d'aide seront compris entre 100 et 200 000. Attention, les montants d'aide, c'est un calcul. En fait, c'est en fonction de votre assiette, votre budget que vous proposez, dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet, vous allez appliquer un taux d'aide. Ce taux d'aide, vous allez pouvoir le sélectionner dans le cahier des charges. Vous avez des tableaux avec des différents taux en fonction des dépenses que vous présentez et de la typologie de votre structure. Et ce taux d'aide, vous l'appliquez à votre assiette de dépenses qui vous donne un montant d'aide. Et sur le cahier des charges, les montants d'aide, c'est bien écrit qu'il sera compris entre 100 et 200 000. Donc, 200 000, c'est le montant maximal d'aide que vous pouvez recevoir sur la phase 1 de cet appel à projet. Les travaux doivent être réalisés en France. Pour le parcours BPI France, les entreprises doivent bien disposer d'une immatriculation au RCS à date de dépôt du dossier. C'est bien un critère d'éligibilité que d'avoir cette immatriculation. Les entreprises en difficulté, selon le droit européen, sont exclues de ce dispositif-là. Les projets sont donc monopartenaires et collaboratifs. Je ne reviens pas trop sur la durée du projet parce que je vais y revenir après dans une autre slide. Et pour les projets collaboratifs, comme je le disais, le chef de file doit être une PME ou une ETI et il y a un maximum de 3 partenaires, tout en sachant qu'il peut y avoir des partenaires changeants en fonction des différentes phases. Donc là, le dossier, si vous voulez déposer un dossier pour la première relève, par exemple, vous déposez vraiment un dossier qui constitue la phase 1 et donc avec les partenaires qui seront pour la phase 1. Mais on le verra par la suite dans le calendrier. Lorsque vous arriverez à la phase 2, il pourrait y avoir un autre partenaire, un partenaire qui s'en va ou des choses comme ça. Ça peut bouger entre les phases. Comme l'expliquait Lisa, les projets visent bien la mise en œuvre d'une innovation technologique qui a un impact transformant sur un domaine d'application démontré par le traitement d'un cas d'usage. C'est important de clairement identifier dans les projets l'innovation technologique que vous souhaitez mettre en œuvre avec vraiment, on insiste sur cet aspect de rupture technologique, c'est ce qui est attendu, donc avec un état de l'art bien précis et des verrous technologiques à lever, et puis un cas d'usage et un secteur d'application visé par le projet. De manière prioritaire seront sélectionnés les projets qui portent sur les secteurs stratégiques de la conception, production industrielle, santé, transition écologique et sécurité. Sur la partie incitative, comme je le précisais en amont, les travaux qui sont liés au projet ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt complet du dossier de candidature. En fait, la date d'éligibilité des dépenses sera la date de relève. Donc, soit vous déposez pour la relève du 5 novembre ou du 10 mars ou du 9 juin. Ça veut dire que les dépenses qui seront effectuées avant cette date-là ne pourront pas être prises en compte dans le financement de votre projet. Je vais laisser Stéphane présenter le parcours INRIA et la présentation des dispositifs. Donc, merci Axel. Donc, il va y avoir une slide. Oui. La prochaine, peut-être. Non, non, je suis bloqué sur la jolie slide avec la grosse flèche là, rouge et bleu. Ah bon? Ok. Alors, attendez. Je confirme, on est sur la slide avec la flèche rouge. On ne va plus au slide, Axel.
Ah, ça, je crois que j'en ai vu une nouvelle. Là, est-ce que vous voyez mes slides? Là, on voit votre application PowerPoint. Là, Là, on vous voit voyez le slide phase 1. Normalement, vous avez une Ok, petite icône dans votre Toolmint avec vue du public, comme ça vous voyez précisément ce que vous partagez. Là, c'est la slide de la phase 1, les dossiers attendus, slide numéro 16. ok. Bah, excusez-moi, du coup, vous n'avez pas eu la slide quand je parlais, mais du coup, ça va être celle-ci, je pense. Ah oui, ça défile pas. Bah, effectivement, ça ne défile pas. Alors, peut-être je vais y aller sans slide en espérant qu'elle Désolée, j'essaye de... arrivera. Je peux prendre la main si vous le souhaitez et puis les partager, puis vous me dites quand passer au suivant. On peut faire comme ça, Axel et Oui, Stéphane? très bien. Très, très bien. Oui, oui, oui. Donc, pour avancer, hein, donc moi, je suis Stéphane Dalmas, je suis conseiller innovation chez INRIA et je représente ici l'agence de programme numérique qui est portée par INRIA et qui opère aux côtés de BPI France une partie de la phase 1 de Pionnier de l'IA. Donc, les projets que nous opérons, donc les projets que nous allons contractualiser, hein, l'idée, c'est d'avoir des projets dont la base technologique est un résultat de recherche ou une technologie issue de la recherche académique. Et la caractéristique de ces projets en phase 1, c'est qu'ils vont être portés par des établissements de recherche ou des établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Donc ces projets, hein, c'est l'idée de, donc je pense que vous avez compris que l'idée de Pionnier de l'IA, c'est d'avoir des projets qui, in fine, sont bien portés jusqu'en phase 3 par des PME ou des ETI. Nos projets, donc ces projets donc à base académique, sont portés par des établissements de recherche d'enseignement supérieur en phase 1. Mais à partir de la phase 2, ils vont être portés par des entreprises, donc une PME ou une ETI. Et ça va se faire à travers un transfert de la technologie qui va être maturée dans le cadre de la phase 1. Et ce transfert peut se faire ou bien à une start-up qui va être issue du laboratoire et créée à l'issue ou pendant la phase 1, mais ça peut être aussi une entreprise qui existe, si j'ose dire, préalablement, et que le laboratoire peut avoir identifié au moment où le projet est déposé, mais qu'en tout état de cause, il doit avoir identifié avant la fin de la phase 1, puisque c'est cette entreprise qui va déposer le dossier pour continuer en phase 2. Alors bien sûr, hein, le laboratoire, il ne va pas forcément abandonner sa technologie ou ses résultats de recherche à l'entreprise. Il peut rester partenaire du projet en phase 2 et évidemment aussi en phase 3. Donc une caractéristique ou quelque chose qu'on a tenu à affirmer, hein, pour essayer d'assurer au mieux le succès de ces projets qui viennent du monde académique, c'est qu'il fallait qu'il y ait un accompagnement professionnel. Donc, dans le cas des projets qui visent la création d'une start-up à la fin de la phase 1, il faut absolument qu'un dispositif spécialisé, donc INRIA en opère qui s'appelle INRIA Startup Studio et qui est ouvert à toute la recherche publique, mais évidemment, les universités de la région ont des dispositifs ad hoc, donc le projet doit être accompagné par un dispositif spécialisé de soutien à la création d'entreprises pour la modalité création d'entreprise et pour la modalité transfert de technologie à une entreprise existante. On souhaite aussi avoir un engagement fort et un accompagnement d'une structure dédiée au transfert de technologie. Donc, par exemple, la SAT Sud-Est, qui va se charger éventuellement de la recherche d'une entreprise cible et qui va effectuer l'encadrement du transfert de technologie. Et voilà, c'est ce que je souhaitais dire sur le parcours INRIA.
Merci beaucoup. Je prends la suite du coup pour les modalités de financement. Si on peut Oui. passer à la slide. Merci beaucoup. Et celle suivante pour avoir les tableaux. Ça, c'est les tableaux dont je vous parlais pour calculer justement le montant d'aide qui sera adapté, entre guillemets, au projet que vous présentez. Donc, on va mobiliser un régime d'aide. Ce régime, il est public, hein, celui que vous voyez là. Vous pouvez tout à fait regarder sur Internet en détail les coûts qui sont pris en compte dans ce régime d'aide. Et en fonction du type d'entreprise, que ce soit une petite entreprise, une moyenne ou une grande entreprise ETI, vous avez différents taux d'aide qui sont applicables sur les dépenses que vous présentez ou que ce soit aussi des acteurs, des organismes de recherche où il va y avoir différents taux qui vous permettront de calculer le montant d'aide. Voilà. Pour la slide suivante, on a les types de dépenses qui sont éligibles. Comme je le disais, ce n'est pas forcément exhaustif parce que ces régimes d'aide, vous pouvez les consulter directement sur Internet, mais de manière générale, sur cet appel à projet, on va vraiment venir financer des activités de R&D qui comprennent des frais de personnel, des coûts d'instruments et de matériel utilisés exclusivement pour le projet, des coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés, des coûts de services de conseil et services équivalents utilisés exclusivement au fin du projet, et ainsi que les coûts des dispositifs d'accompagnement coordonnés par l'Agence des programmes numériques dans le cadre du parcours dédié. Voilà sur les dépenses. Et puis sur les slides suivantes, on va avoir, il me semble, des slides sur le dossier de candidature. Donc, je vais revenir un petit peu sur les éléments qui doivent être remplis. Donc, le dépôt des projets, il est à faire sur une plateforme de dépôt de BPIFrance qui s'appelle Pixel. Cette plateforme de dépôt, pour avoir le dossier de candidature, il ne va pas se trouver directement sur cette plateforme. Le dossier de candidature, il est à télécharger sur le site internet de BPIFrance, sur la page internet de l'appel à projet. Et dans la partie documents à télécharger, vous avez deux documents importants. Le cahier des charges qui est à lire parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de comprendre la cible de l'appel à projet et d'être sûr que vous rentrez bien dans les projets recherchés. Et puis, le dossier de candidature qui comporte une annexe qui s'appelle l'annexe 0 qui définit l'ensemble des documents qui est à déposer sur la plateforme. Je vous fais un petit récap des documents. C'est une présentation détaillée du projet qui est de 12 pages maximum sous un format Word. Vous avez des éléments qui sont à remplir directement sur la plateforme, donc des dépenses du projet, des prévisions économiques, une grille d'impact socio-économique et environnemental et une fiche de demande d'aide qui est à signer de manière manuscrite, qui est vraiment, c'est important de la signer. Ça va être très important de respecter les deadlines, de déposer des dossiers qui sont complets. On attend beaucoup de dossiers, donc plus votre dossier sera complet et de bonne qualité, plus vous aurez la chance de pouvoir sortir du lot et d'être sélectionné. Donc, faites, voilà, regardez bien en amont en fait ce dossier de candidature qui peut être quand même demander du travail pour le remplir et notamment sur les documents qui sont dématérialisés sur Pixel. N'hésitez pas à commencer en amont en fait à créer votre espace sur Pixel pour avoir le temps de remplir ces documents directement sur la plateforme. On peut passer à la slide suivante. Lisa, peut-être je te laisse sur les critères de sélection. Oui, si tu veux. c'est possible d'aller à la slide juste après. Donc, les critères de sélection, donc, globalement, vous retrouverez le détail dans le cahier des charges. Donc là, sur cette phase 1, on a des critères à la fois sur l'exigence technologique, la qualité des porteurs et la faisabilité du projet, mais aussi sur les promesses d'impact sectoriel. Et dire que du coup, les critères évoluent au cours des phases pour intégrer de plus en plus le potentiel marché et la bonne vision du porteur ou consortium là-dessus. Et donc, repréciser encore une fois également
que, donc là, on est dans le contexte de candidature en phase 1 et qu'on ne pourra pas ensuite candidater directement en phase 2 ou 3. Donc, seuls les lauréats des phases précédentes peuvent candidater aux phases suivantes. Exactement. Et pour revenir sur ce que vient de dire Lisa, on peut passer à la slide suivante et voir le calendrier de l'appel à projet pour voilà, visualiser un petit peu plus cet entonnoir de sélectivité et le découpement un petit peu des phases 1, phase 2, phase 3. Donc, on le répète, mais on ne peut pas arriver directement en phase 2. Le principe de l'appel à projet, la philosophie de cet appel à projet, c'est d'arriver en phase 1 et de potentiellement avoir des avis favorables et de faire ce continuum de financement jusqu'à la phase 3. Sur la phase 1, c'est la seule phase où il y a des dates de relève précises. Donc, vous avez la relève 1 du 5 novembre, mais aussi celle du 10 mars et du 9 juin. Je précise que ces dates-là, il y a un budget qui est prévu pour ces dates-là, donc vous pouvez tout à fait choisir la relève 2 et la relève 3, le mieux étant de choisir la date de relève qui vous permet de déposer le meilleur dossier que vous pouvez déposer. Ensuite, une fois que vous déposez votre dossier pour la relève sélectionnée, vous avez 3 mois d'instruction, de sélection de vos projets, donc étude du dossier par les différents opérateurs, et puis un comité de sélection à l'issue de ces 3 mois. Ensuite, le projet passe en conventionnement et un suivi pour la durée du projet, qui sur la phase 1 dure de 6 à 12 mois. Si vous validez les indicateurs de suivi et que vous obtenez un avis favorable pour passer en phase 2, alors il faudra déposer un nouveau dossier de candidature qui vous permettra d'être sélectionné du coup sur la phase 2. Là, ça ne se fera pas par date de relève, mais au fil de l'eau en fonction de l'avancée des projets sélectionnés en phase 1. Et c'est le même principe. À l'issue de la phase 2, c'est le même principe, vous obtenez un go favorable pour aller en phase 3 et il faut refaire un dossier de candidature, sauf qu'en phase 3, vous avez un projet qui est plus conséquent, avec des montants d'aide qui seront plus élevés et un processus de sélection qui sera plus long, qui sera plus classique, avec vraiment une présélection, des auditions et une instruction. Voilà, un processus de sélection classique France 2030, là où la phase 1 et la phase 2 sont vraiment des processus accélérés. Voilà, j'espère avoir été complète. Sur la slide suivante, vous allez normalement retrouver des adresses mail sur lesquelles on est assez réactif pour répondre à vos questions. On ne fait pas de points individuels, on reçoit énormément de demandes, mais par contre, on répond bien à vos questions précises de compréhension sur le cahier des charges, voilà, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, s'il y a des questions, là, tout de suite maintenant, à l'issue de notre présentation, on est disponible pour y répondre. Oui, merci beaucoup Lisa et Axel et également Stéphane pour cette présentation très claire sur ce nouveau dispositif qui est vraiment nouveau dans l'écosystème. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le contenu et puis les attentes. Il y a une question que je vais vous soumettre. Une personne nous demande si le taux de financement est plus élevé pour les entreprises pour des projets en consortium. Est-ce que vous pouvez confirmer ce point-là? Alors, donc dans le cahier des charges, on définit le bonus collaboratif. Et effectivement, dans le tableau là qu'on a présenté, donc il y a 2 lignes. Donc, si vous êtes dans le cadre d'un consortium qui vérifie donc la condition de collaboration effective, donc c'est notamment des répartitions de dépenses entre partenaires, alors vous pouvez bénéficier de ce taux bonifié, mais uniquement dans ce cas-là. Très bien, mais je pense que ça répond à la question. Je ne crois pas voir d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore à les mettre dans le chat. On peut encore y revenir en fin de session. Je parcours la console et non, je ne crois pas avoir de questions. Voilà. Mais néanmoins, si vous en avez encore, n'hésitez pas à le faire maintenant d'ici la fin. Ah si, j'ai une autre question qui arrive. Pour la phase 1, juste pour être sûr, est-ce que c'est aussi du 1 pour 1 en termes de rapport fonds propres subventions?
Dans le cahier des charges, il n'y a pas de clause de fonds propres stricte avec écrit il faut que ce soit du 1 pour 1. Néanmoins, on va forcément analyser la capacité du porteur de projet à financer la partie du projet qui ne sera pas financée par l'aide. Et donc, forcément, le niveau de fonds propres et la capacité de financement du porteur de projet va être analysé. Donc, je dirais plutôt que c'est vers là qu'il faut se diriger, même s'il n'y a pas une clause stricte dans le cahier des charges. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention. Et donc, je rappelle aux participants que les slides seront à disposition dans la journée avec un envoi par mail. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons maintenant passer à la prochaine session avec la société Abactech. Alors, je vais désigner Pierre comme présentateur. Pierre, vous devriez avoir la main pour pouvoir partager vos slides. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voyez nos slides? Non, je vois un rectangle blanc. Alors, Rectangle blanc, c'est qui ne semble pas un écran d'ordinateur. alors, tout à l'heure, on a réussi à partager. C'est le partage. Non, on est. Est-ce que tu peux nous redonner l'accès? Alors. Oui. Voilà, c'est fait. C'est fait. Là, on voit un écran blanc avec une flèche de souris. Alors, diaporama. Voilà, là, on voit le mode présentateur. Vous avez juste à switcher avec les deux petites flèches. Là, on voit votre console PowerPoint. Donc, revenez juste à l'écran précédent. Voilà, c'est parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, juste peut-être quelques petits mots d'introduction de notre côté. Donc, nous accueillons là pour le moment la société Abactech qui va nous faire un point sur le financement de l'innovation et notamment la fiscalité de la R&D, avec la participation de Pierre Paradinas, expert scientifique, et Rabia Fergani, président de la société Abactech. Voilà, je vous laisse la parole pour les 20 prochaines minutes. À vous. Merci. Vas-y. Bonjour à tous. Merci à Actantis de nous accueillir dans ces locaux. Là, on est avec Pierre, on partage des locaux aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus pratique pour la présentation. Donc, société Abactech, une société toute récente, mais avec pas mal d'expérience. Je peux pas passer ainsi. Juste, on a un petit souci technique avec les slides, mais voilà. Donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, donc en complément de ce qui a été évoqué précédemment sur les financements, on va s'intéresser plus principalement à la fiscalité de la R&D et notamment au travers des dispositifs que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le GUI, le CIR et le SICO. Donc, on fera une introduction de qui on est, de où on parle. On verra les critères importants qui font de la R&D, ceux du manuel de Frascati, les 5 critères qui caractérisent la R&D. En complément, dans le 3e point, on regardera la grille opératoire, c'est-à-dire comment on peut concrètement utiliser les critères de Frascati alors qu'on ne les utilise pas vraiment dans les projets, et j'expliquerai pourquoi j'y fais allusion là, parce que dans la partie contrôle fiscaux, expertise et réponse à ces expertises, dans une stratégie fiscale, souvent les avocats fiscalistes veulent qu'on mette en avant les critères de Frascati, parce que de toutes les façons, ce sont les critères qui sont reconnus par l'administration fiscale et dont le guide CIR fait une part relativement belle.
Et puis, on regardera après les dispositifs fiscaux majeurs. Et puis, on parlera un peu de l'expertise. Et enfin, on finira, ça sera la partie du temps qui nous est consacrée, qu'occupera Pierre, sur des exemples un peu concrets du domaine du numérique et de l'informatique. Voilà. Alors, comme je disais, on est jeune, puisqu'on a à peu près une année d'existence, mais on a une expérience qui est conséquente. Et puis, comme on dit, si on veut parler d'expertise, c'est à chacun son métier. Sur les aspects fiscaux, comptables, juridiques, on a Emeline de notre côté qui s'occupe de ces aspects-là. Concrètement, c'est grosso modo toute la partie chiffrage. Et puis, dans l'expertise, c'est aussi à chacun son métier, en tout cas, chacun ses spécialités. Avec un doctorat en physique, je m'occupe plutôt des sciences de l'ingénieur. Et puis, avec un PhD en sciences de l'informatique, Pierre s'occupe plus principalement des dossiers du numérique, de l'informatique, de l'IA, etc. Même si parfois, il y a des recouvrements. Parce que les technologies du numérique sont utilisées un peu partout et on peut avoir des PME qui sont dans le domaine des matériaux, mais pour lesquels il y a aussi du numérique. Donc, on a des expériences croisées qui peuvent être intéressantes. Suite. Alors, les fameux critères de Frascati, nouveauté, créativité, incertitude, démarche et transférabilité et reproductibilité. Donc, c'est les critères auxquels la R&D doit satisfaire. Pour les deux premiers critères, souvent, ce n'est pas suffisant d'avoir que ces deux premiers critères-là. Ceux-là, ils servent à caractériser en fait l'innovation. Et là, pour le coup, au sens du crédit impôt innovation, dont on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'en fait, ces deux critères ne sont pas suffisants pour caractériser la R&D. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'innovation qu'il y a de la R&D. Donc, le critère d'après est important, c'est celui de l'incertitude. Et dans incertitude, on va ranger toute la partie verrou scientifique et technologique, la rupture, etc., qui sont le jargon commun avec tout ce qui a été décrit précédemment. Et puis après, pour le reste, la démarche scientifique va être importante. Et puis, la notion de transférabilité, de reproductibilité, in fine, elle va permettre de finaliser la démonstration que c'est bien de la R&D. Alors, la grille opératoire, elle consiste en fait à faire concrètement avec le manuel de Frascati et de pouvoir décrire les projets, à la fois en amont sur la partie éligibilité, savoir ce qui relève effectivement de la R&D, est-ce qu'on a des verrous, est-ce qu'on a typiquement des verrous et des incertitudes qu'on va pouvoir décrire et qu'on va pouvoir justifier par typiquement un état de l'art, etc., etc. Et donc, forcément, la partie innovation et la créativité rentrera en ligne de compte. Mais en aval, là, on verra que la généralisation, on l'a décrit dans la partie capitalisation de la connaissance qui est faite, dans la partie des dossiers CIR notamment, mais c'est vrai aussi pour le GUI. Et puis, on va s'intéresser dans l'assiette des dépenses à un point particulier que sont les ressources R&D, donc les ressources qualifiées. C'est pour ça qu'il y a un peu des différences entre ce qu'on a décrit juste avant et la manière dont on décline les critères de Frascati dans les dossiers que les experts vont analyser. Et typiquement, c'est là où la différence se situe. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu dans les rapports d'expertise que j'ai eu à consulter ou pour lesquels j'ai eu à défendre les entreprises, que les experts utilisaient les critères de Frascati. En revanche, ils utilisent plus ou moins la grille opératoire. Mais dans un second temps, pour la défense, lors d'expertise, suite à des contrôles fiscaux, on est amené à, dans une stratégie fiscale, les avocats fiscalistes en général sont friands de ça, de réutiliser les critères de Frascati pour répondre point par point aux remarques, aux critiques d'un expert scientifique. Slide après. Alors, pour les leviers publics au service de la R&D, typiquement pour la fiscalité de l'innovation, donc on a dit qu'on avait à peu près 3 catégories qui fonctionnent de conserve, hein, qui sont complémentaires. Une jeune entreprise innovante doit justifier d'un certain pourcentage de R&D, donc elle fait nécessairement du CIR, crédit impôt recherche, hein, et puis on a le SICO sur la partie collaborative. Alors,
Donc, ce petit tableau résume un petit peu les caractéristiques essentielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que appliquer l'expertise? J'en ai déjà un peu parlé avec le domaine fiscal, comptable, etc. Donc, les métiers de chacun d'entre nous chez Abactech, et puis une expertise ciblée du point de vue scientifique et technique. Donc, sur la R&D, tout se joue dans la qualification des verrous et la cohérence des travaux décrits et les ressources qu'on va affecter. Et puis après, au niveau effectivement fiscal, ça amène à renforcer tout ce qui est sécurisation des dépenses. Et pour la sécurisation, on peut demander en amont l'avis de l'administration fiscale par la procédure de rescrit. Et sur le dernier point, lors d'un contentieux, parce qu'il y a beaucoup de contrôles, suivant les montants CIR, la probabilité qu'on soit contrôlé est très forte. S'il y a une expertise, on répond point par point à l'argumentaire, en tout cas à l'analyse de l'expert. Et là, il faut refaire de la science et il faut ne pas paraphraser ce qu'on a déjà écrit, mais apporter des éléments nouveaux. Donc là aussi, l'expertise est un point principal. Tout ce qu'on a dit est résumé sur cette dernière slide. La R&D repose sur des fondements scientifiques précis. Il faut être rigoureux. Donc, on fait appel au manuel de Frascati, notamment pour défendre les dossiers suite à des contrôles fiscaux. Mais les critères de Frascati, typiquement, on les utilise que très peu dans la rédaction des dossiers, d'où la grille opératoire. Et enfin, on vous a décrit les trois grands dispositifs qui relèvent de la R&D et de la fiscalité de la recherche. Et puis, un petit, avant de laisser la main à Pierre, la loi de finances 2025 a encore resserré les exigences. On a une loi de finances qui est en ce moment débattue, donc on ne sait pas ce que le lot de choses nouvelles que ça peut risquer d'introduire. Et donc, il faut être vigilant, et l'expertise, encore une fois, c'est important. Et c'est pour ça que là, maintenant, je vais laisser la main à Pierre pour regarder ces dossiers du domaine de l'informatique et regarder de manière un peu plus précise comment on fait pour traiter ce type de dossier. Merci Rabia, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques mots effectivement sur cette notion d'expertise. Alors c'est intéressant parce que ce soit Marielle ou que ce soit les présentations de la BPI et de INRIA, il a été souvent question de verrous technologiques, d'obstacles technologiques, il a été question d'état de l'art, il a été question d'expertise. Donc effectivement, on va revenir sur ce point parce que, comme l'a dit Rabia, c'est important dans le process du crédit impôt recherche. Alors, l'expertise, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est pas non plus inné, c'est plutôt quelque chose qui s'acquiert au fil des ans. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre sur cette slide les logos des entreprises, des structures dans lesquelles je suis passé et dans lesquelles je continue à travailler puisque je suis à tiers-temps encore salarié de l'Agence nationale pour la recherche. L'expertise, en fait, j'en fais depuis plusieurs dizaines d'années, que ce soit pour des organismes publics comme le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, où j'ai eu l'occasion, durant mon parcours au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, de faire de l'expertise pour le crédit impôt recherche. Donc effectivement, aujourd'hui, je fais du crédit impôt recherche, mais de l'autre côté du Rubicon, puisque je le fais en aidant les entreprises. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette notion d'expertise, en fait, elle s'acquiert au fil des années, puisque bien évidemment, avant de faire de l'expertise pour le ministère de la Recherche, j'ai aussi fait de l'expertise pour ce qui est devenu BPI France, ce qui est aujourd'hui la Commission européenne, ou même pour des choses un peu plus anciennes comme les réseaux nationaux de recherche en télécommunications qui ont préfiguré l'ANR, avec d'autres réseaux technologiques. Donc l'expertise, c'est quelque chose que j'ai acquis au fil de mon parcours et de mes différentes expériences. Alors, l'expertise, en fait, elle va se jouer à un moment extrêmement important dans la constitution des différents dossiers, que ce soit des dossiers comme pour les financements IA, les pionniers de l'IA, comme on l'a vu tout à l'heure, où il est important effectivement d'avoir une bonne connaissance du monde technologique.
Et ça va se jouer aussi dans les crédits, au niveau du crédit impôt recherche. Et là-dessus, il y a un excellent document qui est publié tous les ans par le ministère de la Recherche et qui décrit ce qui est attendu pour le crédit impôt recherche. Alors, beaucoup de choses se résument dans ce schéma, hein, où on passe effectivement d'un projet, d'une idée à un produit final qui va permettre à l'entreprise effectivement d'avoir des revenus. Cette réalisation de produits, de services, en fait, elle passe par un certain nombre de réalisations technologiques qui se découpent elles-mêmes en sous-projets. Alors, beaucoup de ces sous-projets, en fait, sont des sous-projets qu'on peut réaliser relativement facilement, mais qui sont des sous-projets qui, effectivement, ne sont pas bloquants, comme on le met dans le document du ministère. Et comme ces projets sont bloquants, en fait, ils sont bloquants vis-à-vis de quoi? Ils sont bloquants vis-à-vis d'un état de l'art, et cette question-là a déjà été aussi évoquée par les prédécesseurs. Cet état de l'art qui va en fait faire rentrer un sous-projet qui est bloquant, soit sous forme de projet classique, donc sans difficulté particulière, soit effectivement on a un véritable blocage, et donc à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des verrous scientifiques, et pour lever ces verrous, eh ben, on va mener un certain nombre d'opérations de recherche au sens du crédit impôt recherche. Et ce sont ces opérations-là qui sont celles qui sont éligibles au niveau du crédit impôt recherche et pas les autres, hein, toutes celles qui sont mises dans d'autres couleurs sur ce schéma. Et donc tout va se jouer autour de cet état de l'art, de ces verrous scientifiques, des travaux qui sont menés pour les lever, et effectivement pouvoir faire avancer l'ensemble de la connaissance. Alors, si vous parcourez ce document qui fait une petite centaine de pages, vous remarquerez qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont considérés comme des domaines spécifiques et qui sont détaillés un peu plus que les autres domaines, puisque tous les domaines sont décrits, mais 4 domaines spécifiques sont décrits. Alors bien évidemment, il y a les essais cliniques, il y a l'archéologie, il y a l'architecture, qui sont des domaines spécifiques, et il y a aussi un domaine spécifique qui est l'informatique ou sciences du numérique ou sciences du logiciel. Alors, je vais m'appesantir un petit peu sur les spécificités de ce domaine, hein. Je vais laisser l'archéologie aux archéologues, l'architecture aux architectes, mais pour ce qui est de l'informatique, je pense qu'effectivement, il vaut mieux s'adresser aux informaticiens. Alors, et en plus, on vit une période un petit peu particulière, hein, puisqu'on parlait d'IA tout à l'heure. Je pense que tout ça risque d'être de plus en plus compliqué, surtout si on utilise des IA pour générer du code. Alors, dans l'informatique, on a souvent l'habitude de dire qu'on fait un nouveau logiciel. Alors, sous prétexte qu'on fait un nouveau logiciel, qu'on réalise un nouveau système informatique, est-ce que on fait de la recherche? Ben, effectivement, non, on ne fait pas de recherche, et on le verra un petit peu plus loin, hein, même les nombreuses itérations que peuvent générer un logiciel ou qui sont faites à l'occasion de la création d'un logiciel ne sont pas en soi des choses qui sont éligibles au niveau du crédit impôt recherche. Alors, pour aider, hein, à l'intérieur de ce document, on va déjà définir 3 types de projets qui vont être des projets potentiellement éligibles. Le premier, en fait, c'est si vous allez développer une technique prouvée originale. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez mettre en place un nouvel algorithme de LLM ou un nouvel algorithme de IA. Mais ça peut être aussi une nouvelle base de données qui soit non relationnelle, qui soit non SQL, mais qui va bien évidemment, dans un certain contexte, dans un certain nombre de choses, être relativement efficace. D'ailleurs, vous pourriez, même si c'est difficile de breveter du logiciel, obtenir un brevet si vous avez effectivement inventé une nouvelle technique originale. Donc ça, c'est le premier type de développement qui peut obtenir des financements à travers le CIR. Le deuxième type, c'est une méthodologie prouvée originale. Donc en gros, vous allez mettre en place une nouvelle méthodologie pour faire des tests et de la validation. Vous allez mettre en place une nouvelle méthodologie pour nettoyer des données. Donc aujourd'hui, c'est une chose extrêmement importante pour l'IA. Donc ça, ce sont les 2 premiers critères importants qui vous permettent de faire du CIR. Un troisième le permet, parfois un petit peu plus difficile à détecter, c'est le
fait de mettre en œuvre des technologies qui sont récentes, qui viennent d'apparaître et qui en général ne sont pas toujours très bien documentées et dont l'utilisation par l'homme ou la femme de l'art ne pose encore des problèmes. Alors, il faut bien évidemment faire attention à cette notion de poser des problèmes parce que ces problèmes doivent être effectivement extrêmement réels. Typiquement, si vous faites, je ne sais pas moi, du FinOps en prenant des critères de frugalité et des critères économiques, ben effectivement, vous allez générer de la connaissance qui va permettre de mieux utiliser ces technologies-là. Et là, vous allez effectivement rentrer dans ce troisième critère. Alors, dans tous les cas, en fait, que ce soit un de ces trois types de projets, vous avez besoin d'avoir un niveau de description extrêmement précis, extrêmement détaillé. Et cette question-là, comme le montrait le schéma que je vous ai fait voir au tout début, hein, ça passe par l'état de l'art. Et cet état de l'art, malheureusement, j'en sais quelque chose pour avoir été enseignant au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, c'est pas des choses que savent faire nos ingénieurs, c'est pas ces choses que savent facilement réaliser les ingénieurs, parce que ça fait pas partie de en général de leur formation et de leurs habitudes culturelles. Alors, juste avant de revenir sur cette question et cette notion de stade d'art, quelques autres remarques de choses qu'on pourrait croire que c'est du développement et de la recherche et que c'est éligible au niveau du CIR. Ben non, ça n'est pas toujours le cas. Alors, quelques exemples comme ça. Typiquement, ce n'est pas parce qu'un logiciel est nouveau qu'il va être éligible au niveau de l'état de l'art, au niveau de l'état de l'art pour le CIR. De la même manière, vous utilisez des itérations, vous faites du prototypage, vous faites des différentes versions, vous utilisez des méthodes agiles, ben ça ne relève pas systématiquement du développement expérimental au sens du manuel Frascati, comme l'a expliqué précédemment Rabia. Donc effectivement, il faut faire très attention à ce genre de choses. Il y a des mots qui n'ont pas tout à fait le même sens quand on est dans un service de R&D d'une entreprise et quand on est face à un dossier de demande de crédit impôt recherche. Alors, une autre chose qui est importante, hein, c'est que bien souvent, il y a du développement logiciel. On pense que c'est du logiciel difficile, complexe, on y reviendra. Et on se dit, bah, effectivement, va y avoir de la recherche en informatique. Ben non, pas du tout. Prenez l'exemple d'un dispositif numérique qui va détecter des cellules malignes à partir d'images issues de radiographie ou autre processus médical. Ben, en fait, la recherche là-dedans, elle est très probablement pas une recherche informatique parce que vous allez utiliser des algorithmes de reconnaissance d'images, point. Mais en fait, la recherche, elle n'est pas en informatique, il se trouve qu'elle est en médecine. Donc, ça veut donc dire que le dossier du CIR, dans ce cas-là, ne doit pas porter sur une recherche informatique, mais sur une recherche plutôt médicale. Donc, bien attention, bien être capable de qualifier son activité de recherche. Alors, autre point aussi où on pense que ça va être éligible, ça va permettre d'obtenir du crédit impôt recherche. Mon application, mon système, il est complexe. Ben non, la complexité n'est pas synonyme d'éligibilité. C'est pas parce qu'un sujet est complexe, un sujet est difficile qu'il sera éligible. Donc, bien faire attention à ce point-là. Et ce point-là, il devra bien évidemment, une fois de plus, s'appuyer sur un état de l'art. Alors, un autre point aussi important dans le monde de l'informatique, c'est la notion d'intégration, c'est-à-dire qu'on a différents modules logiciels, on a différents systèmes qui vont se mettre à fonctionner de manière globale pour rendre un service ou pour développer un produit. Mais en fait, en soi, si on n'est pas capable d'expliquer en quoi le problème d'intégration était un problème difficile, eh bien, ce ne sera bien évidemment pas éligible. Alors, c'est là où effectivement, il va être important de bien maîtriser
son état de l'art. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien maîtrisé par nos ingénieurs ou par les ingénieurs dans les entreprises. Et donc, dans tous les cas, bah, ça passe tout ça par une description extrêmement précise de votre projet, des points où il y a des difficultés, des verrous. Et ces verrous, ils ne sont pas liés à la difficulté de l'intégration, de la complexité, comme je l'expliquais tout à l'heure. Non, ils sont liés à une connaissance de l'état de l'art dans lesquels, effectivement, il est de notoriété publique dans la littérature scientifique que ça pose de réels problèmes pour apporter des réponses à ces questions-là. Et c'est là où, effectivement, j'insiste sur un point important, hein, qui peut nous distinguer d'autres personnes qui font le même métier que nous, c'est que on a une compréhension de ces questionnements. On a une compréhension de cet environnement scientifique et technique qu'est l'informatique. Alors, si vous faites des bibliographies ou si vous faites des états de l'art en vous appuyant sur des outils comme Google ou sur des outils, des IA génératives, vous allez très vite effectivement être capable de produire des états de l'art. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, un expert du domaine qui sera amené à lire votre dossier comprendra très vite que ce n'est pas en fait un état de l'art que vous avez réellement fait, parce qu'effectivement, il est important non pas de lister un ensemble de publications, il est aussi important de comprendre quelles sont dans ces publications les difficultés, quelles sont les choses qu'on sait faire, les choses qu'on ne sait pas faire et les choses qui sont plus ou moins difficiles. Alors, quelques autres points un petit peu en contrepoint de tout ça, hein, c'est que bon, il y a quelques pièges aussi là, dans lesquels il ne faut pas tomber dans la réalisation de dossiers de CIR, hein, c'est que bah, quand vous faites de l'acquisition de compétences, typiquement quand vous voulez mettre en œuvre des nouveaux outils qui sont difficiles parce qu'ils sont extrêmement récents et que l'homme de l'art n'a pas l'habitude de les manipuler, bah, cette montée en compétences que vous pouvez faire, elle n'est effectivement pas éligible, puisqu'effectivement, ce qui compte dans le CIR, c'est d'encourager et de faciliter la création de connaissances nouvelles. Bon, effectivement, dans ce cas-là, ce n'est pas de la création de connaissances nouvelles. Donc, c'est vraiment important de bien avoir tout ça en tête. Alors, quelques petites remarques juste avant en conclusion. Hein, pourquoi c'est important de faire appel à des experts? Je vais simplement m'appuyer sur un exemple et une expérience passée. Il m'est arrivé d'accompagner des entreprises qui étaient en difficulté face à l'administration fiscale. Et le paradoxe, c'est que, bien évidemment, cette entreprise, elle avait fait de la recherche, mais elle avait été incapable de bien la décrire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient souhaité demander un crédit d'impôt recherche qu'ils n'avaient pas obtenu parce que la description était extrêmement mal faite, insuffisante et appuyée sur aucun état de l'art sérieux. Par contre, en rencontrant les développeurs de l'entreprise, j'ai pu mettre le doigt sur un réel problème de recherche. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a eu un peu de travail de re-engineering qui a été fait. On est allé chercher les références bibliographiques qui permettaient de démontrer qu'il y avait eu un réel travail de développement de technologies qui répondaient à un verrou scientifique et technique réel dans le domaine de l'informatique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment important, cette notion d'expertise, hein, en complément de ce qu'ont dit mes prédécesseurs dans les présentations, parce que l'expertise scientifique et technique, c'est elle qui permet effectivement de faire des dossiers dans lesquels on va avoir une vraie description, une vraie réalisation qui permettent d'aller plus loin. J'en ai terminé pour cette présentation et on est prêt avec mon collègue Rabia à répondre aux questions qui auraient pu survenir sur notre présentation durant celle-ci.
Alors, je sais pas Merci si on- beaucoup, Pierre. Oui. Merci, Rabia. Écoutez, je ne vois pas de questions pour le moment sur la console vous concernant. Écoutez, merci pour tous ces éléments. Vos coordonnées seront également transmises aux participants dans les slides qui seront diffusés cet après-midi. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on va maintenant passer au dernier volet de ce webinaire pour finir les dernières 15-20 minutes qui nous restent. Donc, sur les appels à projets européens cette fois-ci que je vais pouvoir vous présenter. Alors, je vais reprendre la main pour partager l'écran. C'est bon, tu as repris. Voilà qui devrait fonctionner. Très bien. Donc, voilà, quelques éléments, comme je vous l'ai dit, sur les appels à projets européens dont on assure un monitoring, un accompagnement régulier au sein d'Actantis. À l'ordre du jour, quelques points sur le financement en cascade, comme à chaque fois, les principes et les appels en cours. L'actualité d'Horizon Europe et du programme EIC, notamment quelques éléments sur le programme 2026-2027. Je voulais également vous mentionner rapidement les programmes de coopération interrégionaux qu'on appelle Interreg, qui peuvent être relativement intéressants sur des thématiques transfrontalières, et ensuite un point sur l'accompagnement d'Actantis. Donc tout d'abord, concernant le financement en cascade, donc ce dispositif en fait part d'un constat qui est assez simple sur le fait que le financement direct par la Commission européenne peut être parfois relativement complexe pour des petites structures. C'est dans ce contexte-là que la Commission européenne a mis en place ce qu'on appelle le cascade funding ou financement en cascade, qui est en fait un dispositif où la Commission européenne délègue le financement à des projets intermédiaires, eux-mêmes menés par différents types d'entités, dont les pôles de compétitivité peuvent faire partie, projets intermédiaires qui sont eux-mêmes sélectionnés directement par la Commission européenne. Donc, ces projets intermédiaires reçoivent en fait un budget dont une partie est redistribuée via de nouveaux appels, d'où l'effet cascade. Ces nouveaux appels étant souvent ciblés vers les PME, mais pas que, et ils permettent en fait de financer des actions d'innovation. Ces appels-là sont souvent en général courts, assez focalisés, ouverts sur une période en général de 2 mois, avec des dossiers relativement légers comparés aux dossiers demandés habituellement par la Commission européenne, en anglais, et qui peuvent se faire sous la forme de projets individuels ou collaboratifs en consortium, selon les contraintes imposées par cet appel à projet-là. Les versements se font généralement sous la forme de subventions, souvent des subventions, ce qu'on appelle forfaitaires lump sum, avec un suivi assuré par le consortium gestionnaire. Les projets financés en cascade sont généralement relativement courts, de l'ordre de 6 à 18 mois. Et ces appels sont publiés en fait sur le site des projets principaux qui les pilotent, et également sur ce qu'on appelle le Participant Portal de la Commission européenne, dont vous trouverez le lien ici. Et au sein d'Actantis, en fait, nous relayons régulièrement ces opportunités, et nous pouvons vous aider à identifier les financements à cascade les plus adaptés pour vos projets européens de ce type-là. Donc, pour cette session, on vous a identifié en fait 5 appels à projets en cascade. Alors, je tiens à préciser que nous ne sommes pas nous-mêmes impliqués au sein de ces open calls, mais on vous fait le relais de ces opportunités et on est éventuellement disponible pour vous accompagner. Donc, le premier appel identifié, c'est l'appel Résil Mesh, qui porte en fait sur des solutions de cybersécurité pour la protection des infrastructures critiques, avec des candidatures qui peuvent se faire de façon individuelle ou en consortium pour des PME, des centres de recherche ou des universités. Et l'objectif ici est de répondre à 2 challenges précis identifiés par le projet ResilMatch, avec un financement jusqu'à 100% des coûts éligibles sous la forme d'une subvention de 72 000 € pour une durée de 9 mois divisée en fait en 3 phases de déploiement. Et les candidatures s'effectuent par ce site web jusqu'au 5 novembre. Ensuite, on trouve l'appel à projet Amaltea qui porte sur les solutions innovantes en IA, en robotique avancée et en jumeaux numériques dans le domaine de la construction durable. Et il s'adresse en fait à des startups et des PME, donc en individuel. Et l'idée en fait est de répondre à l'un des 8 challenges proposés par Amaltea sur des solutions software ou hardware, donc numériques,
dans le domaine de la construction durable, avec des financements qui vont jusqu'à 100 000 ou 200 000 euros suivant le type de projet, à 100% ou 70% selon le type d'entité, sous des durées de 9 à 12 mois. Donc, candidature jusqu'au 7 novembre via le site web indiqué ici. Ensuite, on a l'appel à projet OCEI qui porte sur des solutions cloud, IoT et edge computing également pour des startups et des PME en mode individuel. Et l'idée également de répondre en fait à des challenges pour des projets pilotes proposés par le projet principal OCEI avec un financement en subvention jusqu'à 100 000 euros sur un programme de 7 mois avec une date de clôture des candidatures au 19 novembre. Ensuite, on trouve l'appel à projet FIRS, ce qui porte en fait sur l'utilisation de données spatiales pour le développement de solutions vertes. Alors ici, un peu particulier, c'est un programme d'accompagnement et non pas un financement direct pour les PME et les startups qui sont porteurs de projets qui permettent la création ou l'amélioration de services ou de produits qui utilisent des données spatiales ou qui intègrent l'utilisation de telles données dans des process existants. Il y a plusieurs thématiques qui sont proposées, notamment sur la circularité, l'efficacité des ressources, la gestion des déchets, etc., avec l'aide de données spatiales. Donc, on est sur un accompagnement qui dure 3 mois avec une candidature. Il y a une petite erreur sur la date. Je crois que c'est au 30 novembre. On corrigera ça pour les SAD à vous envoyer. Et ensuite, l'appel à projet polyrural qui consiste en fait au déploiement et à la validation d'un agent conversationnel basé sur l'IA dans le domaine de l'intégration environnement urbain, environnement rural, avec une subvention forfaitaire de 25 000 euros sur un projet de 6 mois. Une candidature jusqu'au 30 novembre avec une première relève la semaine prochaine, avant le 31 octobre. Voilà pour la sélection des appels à projets de financement en cascade. Donc, comme à chaque fois, quelques mots sur le programme Horizon Europe, qui est donc le 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation pour la tranche 2021-2027. Donc, on se dirige peu à peu vers la fin de ce programme avec une enveloppe totale de 95,5 milliards d'euros et qui a pour objectif de renforcer en fait la science et la technologie en Europe et stimuler la compétitivité industrielle européenne et soutenir en fait les grandes politiques européennes dans le cadre des enjeux et des défis mondiaux. Donc, on y trouve 3 piliers principaux, avec notamment au sein du pilier 2, la thématique recherche collaborative sur les 6 grands défis. Et on y retrouve notamment le cluster 3, sécurité civile, qui couvre la thématique cybersécurité, et le cluster 4, numérique, industrie et espace. Mais les grandes thématiques technologiques propres à Actantis sont également transverses dans tous les autres piliers sur des applications métiers. Pour rappel, les projets financés par Horizon Europe sont en général des projets collaboratifs, transdisciplinaires, transsectoriels et transnationaux pour une durée de 3 à 4 ans en général, avec un budget moyen de 4 à 5 millions d'euros, le minimum étant souvent de l'ordre de 2 millions d'euros. Il faut compter en général de 6 à 12 mois entre l'ouverture de l'appel et le démarrage contractuel des projets sélectionnés. Donc, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte. Et ces appels à projets sont généralement très compétitifs avec des taux de succès qui sont de l'ordre de 10 à 15%, un peu plus élevés pour la France. Donc, pour être éligible, il faut que ces projets soient collaboratifs et réunissent au moins 3 partenaires de 3 pays différents éligibles, dont au moins un partenaire provenant des 27 États membres de l'Union européenne. Le financement est généralement à 100%, sauf pour les actions d'innovation, où le financement est à 70% pour les acteurs privés. Donc, on trouve 3 types d'actions. Les actions de recherche et d'innovation pour des TRL plutôt bas, les actions d'innovation pour les TRL un peu plus élevés, 5 à 8, les actions, ce qu'on appelle de soutien et de coordination, qui sont plus sur des activités d'accompagnement et de mise en réseau. Gardez en tête que certaines conditions spécifiques peuvent s'ajouter en plus de celles-ci, selon les appels, sur le nombre de partenaires, les pays obligatoires par exemple, ou le niveau de financement. Donc, concernant les appels à projets actuellement ouverts, donc le cluster 1 santé, une vague d'appels à projets est actuellement ouvert et va se clore le 16 avril. Voilà, je n'ai pas le temps pour l'instant de passer en revue de façon exhaustive ces appels à projets, mais vous trouverez ici le lien qui mène vers la liste de ces projets-là. Dans la thématique cluster 2, culture, créativité et société inclusive,
Donc, la vague d'appels à projets actuellement ouvert va se clore le 17 mars 2026. Ensuite, concernant l'appel à projet du thématique 3, sécurité civile pour la société, qui inclut la thématique cybersécurité, la vague d'appel à projet est actuellement ouverte et va se clore prochainement le 12 novembre, ce qui laisse quand même de façon réaliste vraiment trop peu de temps pour pouvoir y candidater. Mais néanmoins, à noter que le Work Programme 2026-2027 a été publié en tant que draft par la Commission européenne dans le cadre de la transparence de ces processus. Et vous pouvez déjà y accéder via le lien que je vous indiquais ici. Et c'est un point assez important pour que vous puissiez notamment anticiper les appels à projets qui pourraient être intéressants pour vous et commencer dès maintenant à réfléchir à des montages d'appels à projets. Donc, je vous encourage vraiment à consulter ce point-là. Les PCN organiseront prochainement des webinaires plus dédiés, donc on ne manquera pas de vous relayer ces initiatives-là. C'est la même chose concernant les appels à projets du cluster 4, numérique, industrie et espace. Les appels 2025 sont désormais terminés, mais les Work Programmes 2026 et 2027 ont été publiés, ne sont pas encore validés officiellement, mais sont disponibles sur les sites de la Commission européenne. Donc, vous aurez ici un lien pour pouvoir les consulter. Dans la thématique 5, climat, énergie et mobilité, les appels énergie et climat sont actuellement ouverts et se termineront respectivement le 17 février et le 31 mars. Et les appels transport vont se clore le 20 janvier. Et enfin, sur la thématique 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, les appels sont actuellement ouverts pour une clôture le 18 février. Voilà. Ensuite, je voulais vous faire un rappel aussi sur l'EIC, qui est le Conseil européen de l'innovation. Donc, en fait, c'est un organe de la Commission européenne qui soutient l'émergence et la mise sur le marché d'innovations de rupture ayant un fort impact sociétal et environnemental. Donc, l'objectif in fine ici est de renforcer la capacité d'innovation technologique de l'Union européenne et sa compétitivité face à une concurrence mondiale. Et il s'adresse en fait aux chercheurs et aux entreprises qui développent des projets à haut potentiel et à haut risque, à la fois technologique et financier. Et l'EIC propose ici en fait des solutions de financement adaptées pour dérisquer ces projets et accompagner leurs porteurs dans la maturité technologique. Donc en fait, on y trouve des projets qui sont à fort potentiel, à haut risque et radicalement innovants, au travers 3 instruments sur toute l'échelle de TRL. Donc, ce qu'on appelle le Pathfinder pour les TRL bas, ouvert à tout type d'innovateurs. Le Transition qui relie le Pathfinder et le IC Accélérateur pour valoriser les résultats de l'EIC Pathfinder. Et enfin, le IC Accélérateur pour des projets plus matures et plus proches du marché. Donc, concernant l'appel à projet EIC Pathfinder, ici, ce dispositif finance les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche risquée, mais à fort potentiel d'innovation de rupture. Le consortium, qui doit être composé d'au moins 3 entités indépendantes de 3 États membres ou associés au niveau de la Commission européenne, doit porter en fait une vision convaincante à long terme pour une technologie qui est radicalement nouvelle et qui a vraiment un potentiel fort de transformer l'économie ou la société. Donc, le projet doit être en fait à haut risque, mais cependant potentiellement à haut gain, tout en restant quand même de façon réaliste, atteignable et concret. Donc, les TRL vont de 1,2 jusqu'à 4 environ. Et le financement, en fait, couvre 100% des coûts sous la forme d'une subvention limitée à 3 millions d'euros pour le dispositif Open et 4 millions d'euros pour le dispositif Challenge. Et normalement, le dispositif Open devrait être porté à 4 millions d'euros pour 2026. Des challenges vont être ouverts pour 2026. Vous les voyez ici en bas à gauche, notamment un thème sur l'IA, donc raisonnement approfondi, abstraction et planification pour des systèmes d'IA cognitive dignes de confiance. Donc, l'EIC va lancer prochainement son programme 2026 et donc la programmation 2026 avec les dates de relève précises vont être connues très prochainement. Ensuite, sur l'autre partie de l'échelle des TRL, on trouve l'EIC Accélérateur, donc qui intervient en fait entre les derniers stades de la recherche et le moment d'entrée sur le marché des innovations. Donc ici, l'objectif est de soutenir essentiellement les PME et les startups les plus prometteuses pour déployer ces innovations qui doivent être très radicales et de rupture jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment attractives pour des investisseurs privés. Donc, ce dispositif cible vraiment des entreprises deep tech
qui sont en général assez souvent issus de la recherche académique ou recherche privée, avec un risque important mais stratégique pour l'Union européenne. Le financement, en fait, porte sur une période longue, puisqu'il est composé à la fois d'un financement sous la forme de subventions jusqu'au TRL8 et peut se combiner avec un financement sous la forme de prise de participation par l'EIC au capital de l'entreprise, avec un financement qui peut être jusqu'à une prise de part au capital jusqu'à 10 millions d'euros. Et l'EIC devient à ce moment-là une sorte le capital investi devient en fait un capital patient jusqu'à ce que la solution soit suffisamment attractive pour des financeurs privés. Donc, le processus de sélection s'effectue en 3 étapes avec ce qu'on appelle un pré-filtre qui s'effectue au fil de l'eau. Ensuite, la préparation et le dépôt d'une proposition complète avec des dates de relais fixes. Et ensuite, une sélection finale qui s'effectue dans le cadre d'une interview avec des sessions de questions-réponses devant un jury. À noter aussi qu'en cas de 3 échecs à n'importe quelle étape du processus, il n'y a pas de nouvelle candidature qui est possible. Idem, les dates de relève précises pour 2026 vont être connues très prochainement. À noter que pour les entreprises qui sont basées en région sud, et pour faciliter l'accès à ce dispositif, la région sud propose ce qu'on appelle l'accompagnement AFE-PME, accompagnement au montage de dossiers avec la prise en charge de l'intervention d'un consultant spécialisé sélectionné par la région pour la préparation de la candidature. Donc, vous pouvez revenir vers la région ou revenir vers Accentis si ce type d'accompagnement vous intéresse. Donc, comme je vous l'ai dit, la Commission européenne va lancer les 13, 14 et 17 novembre des sessions en ligne, ce qu'on appelle des Info Day, pour présenter en fait la nouvelle mouture 2026. À noter qu'un nouveau dispositif va être présenté en particulier en avant-première le 17 novembre, ce qu'on appelle les Advanced Innovation Challenge, donc sous la forme pilote. C'est un nouveau dispositif qui va viser à soutenir des projets d'innovation qui répondent à des défis technologiques particuliers sous la forme de 2 étapes successives, avec tout d'abord le financement d'une étude de faisabilité jusqu'à 300 000 euros pour des projets en individuel monopartenaire sur une durée de 9 mois, afin de pouvoir valider la viabilité technologique d'une solution donnée. Donc, il y aura une première, normalement, relève courant du mois de mars. Et la seconde étape, le développement et la preuve en environnement réel, sous la forme de consortiums de 2 à 5 partenaires et avec un financement jusqu'à 2,5 millions d'euros, avec une date de relève au mois de juin, dans le cadre de challenges particuliers, dont un qui porte sur l'accélération de l'IA physique. Donc, vous aurez toutes les informations dans le cadre de ce webinaire le 17 novembre, organisé par la Commission européenne. Voilà, pour terminer en fait la présentation des dispositifs européens, je voulais mettre l'accent cette fois-ci sur ce qu'on appelle les programmes Interreg, qui sont en fait des programmes de coopération territoriale européenne. Donc, en fait, c'est l'un des principaux instruments de l'Union européenne qui sont destinés à soutenir la coopération entre des régions spécifiques de l'Union européenne par le financement de projets. Donc, l'idée ici spécifiquement est de relever en fait des défis communs sur un territoire donné et de trouver des solutions partagées sur un territoire dans des domaines très variés, de la recherche, de l'innovation, mais également de la santé, de l'environnement, de l'éducation et des transports. Et en fait, ces projets sont en général ciblés d'une durée de 2 à 5 ans et s'effectuent en fait en faisant appel à différents partenaires européens, publics et ou privés, avec des financements qui viennent en fait de fonds FEDER qui peuvent varier de 5 à 85% selon les appels à projets et des financements pour des budgets qui vont de l'ordre de 3, voire un peu moins, jusqu'à 5 millions d'euros. Donc, en fait, il existe 3 types de programmes de coopération qui couvrent des territoires différents. Donc, on trouve ce qu'on appelle la coopération transfrontalière, donc notamment le dispositif Interreg Alcotra, donc France-Italie. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Le dispositif Interreg POCTEFA, donc entre la France et l'Espagne. Ensuite, on trouve des dispositifs de coopération transnationale, donc l'Interreg Espace Alpin, l'Interreg Euromed, l'Interreg NextMed, et ensuite des dispositifs de coopération également interrégionale.
Donc, spécifiquement sur l'appel à projet Alcotra, sur lequel je voulais mettre un focus un peu plus particulier aujourd'hui. Donc, Intergalcotra est en fait un programme européen de coopération transfrontalière entre la France et l'Italie pour les départements qui se situent sur la frontière entre les deux pays et a pour objectif de soutenir des projets concrets pour le développement spécifiquement de ce territoire en synergie avec les acteurs des deux pays. Donc, Intergalcotra finance des projets collaboratifs et innovants qui peuvent être portés par des collectivités ou par des entreprises ou par des associations ou par des laboratoires dans le domaine de l'innovation, la transition écologique, mais également de la mobilité ou du renforcement, par exemple, des filières locales. Il est vraiment important que les projets proposés aient un impact réel spécifiquement sur ce territoire avec des résultats mesurables qui peuvent être déployés sur les deux territoires. Le taux de financement Interreg est de 81%, Intergalcotra. Et en fait, les régions qui sont, les départements qui sont éligibles en France sont les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, mais également la Savoie et la Haute-Savoie, avec les régions frontières en face au niveau Italie, donc Imperia, Cuneo, Turin et le Val d'Aoste. À noter que le deuxième volet du 4e appel à projet devrait ouvrir prochainement en 2025, en novembre, donc le mois prochain. On attend la date précise et en général, les appels à projets sont ouverts sur une durée de 4 mois. Et à noter en fait que l'autorité de gestion va lancer en fait un forum Alcotra, donc une plateforme pour pouvoir trouver des partenaires. Et un webinaire de présentation est prévu le 7 novembre afin de pouvoir vous proposer des solutions pour trouver des partenaires sur ces territoires-là. Gardez également en tête qu'en général, les partenaires italiens bénéficient d'un abondement de 20% supplémentaire financé par l'État italien, ce qui n'existe pas en France, mais c'est une ressource assez importante pour pouvoir trouver des partenaires italiens pertinents. À noter qu'au sein d'Actantis, on est également en mesure de vous accompagner sur ces dispositifs, qui soient Intergalcotra, Horizon Europe, mais également Digital Europe ou le Cascade Funding. Nous avons une offre d'accompagnement permanente pour nos adhérents sur toutes les phases de préparation et de dépôt de proposition de projet. Donc, on vous accompagne de façon continue, à la fois pour identifier des appels à projets adaptés, structurer et monter votre dossier, vous aider également à rechercher des partenaires. On peut mettre en place des mises en relation qualifiées avec des partenaires, notamment via notre réseau de clusters auquel on est associé. Et on peut également vous recommander des experts précisément pour la rédaction de vos projets, si cela est nécessaire. On peut vous faire des lettres de soutien. La labellisation n'est pas toujours nécessaire au niveau européen, mais on peut faire des lettres de soutien si c'est nécessaire. Et on peut effectuer également une relecture argumentée et une recommandation sur vos dossiers de candidature. Je vous ai remis ici également le diagramme de tout le réseau européen que l'on a et que l'on peut activer si vous avez des recherches de partenaires à faire au sein de pôles de compétitivité ou d'autres clusters qui sont sur des filières métiers ou bien d'autres types de pôles comme nous dans le domaine du numérique et de la photonique. Et on peut activer également les réseaux Silicon Europe et Ansure Collaborative auxquels nous faisons partie. Voilà pour terminer cette session sur les appels à projets européens. Je suis à votre disposition si vous avez des questions dans le chat, mais je ne crois pas en voir, ou bien directement par email. Vous pouvez me contacter ici même. Donc, écoutez, nous arrivons à midi un petit peu passé. Merci à tous pour votre participation au sein de ce webinaire qui, j'espère, vous aura permis d'avoir des éléments intéressants pour le projet d'innovation. Je tiens à remercier également nos 5 intervenants au sein de BPI France, INRIA et Abactech pour cette matinée. Comme je vous l'ai dit, les slides seront disponibles à l'issue de ce webinaire. Ils vous seront adressés, je pense, dans l'après-midi. Dès que le webinaire va se clore formellement, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour répondre à un questionnaire. Je vous remercie si vous pouvez y passer une petite minute. Ça nous aide, nous, pour nous améliorer et également pour trouver des sujets nouveaux pour ces webinaires. Le prochain aura normalement lieu à la rentrée du mois de janvier. Voilà. Ben, écoutez, merci à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.